Bien, alors avant d'ouvrir le débat, donc effectivement, on vient de faire finalement un geste de santé, tout simple finalement. Hein. Et la prévention, ça commence par là parfois. Hein. C'est d'ailleurs le sujet de la table ronde, ça tombe bien. Comment intégrer ces gestes simples, ces réflexes essentiels dans les environnements de soins? Comment faire de la prévention une culture partagée et non une injonction ponctuelle? Comment promouvoir la santé des dirigeants avant qu'ils ne s'effondrent? Au sujet. Car oui, la santé des soignants est bien pour nous, SPS, une urgence collective absolue. Je rajoute absolue parce qu'il faut mettre des mots forts. Prévenir, ce n'est pas attendre que ça craque, c'est créer les conditions pour que ça tienne. Aujourd'hui, nous allons entendre des acteurs engagés, des porteurs de solutions, de voix qui agissent déjà. Je vous invite donc à écouter, à interagir, à vous inspirer et à respirer, évidemment. Mais inspirer, respirer, tout ça, c'est la même famille. Et surtout à garder en tête que chaque respiration, chaque pause, chaque geste de soin envers soi-même, c'est un acte de résistance et de reconstruction. Peut-être l'outil de la prévention du burn-out. Hein. Il y a d'autres outils. Eric a plein d'idées. Mais il vous les donnera plutôt en fin de journée. Bienvenue donc dans cette troisième séquence du colloque SPS. Merci à tous les intervenants de cette table ronde et d'être là avec nous. J'ai eu déjà beaucoup de plaisir dans les échanges préparatoires et je pense que j'en aurai encore plus avec vous ce soir. Alors, dans un premier temps, je vais demander à chacune et à chacun, alors je vous ai mis un peu dans l'ordre d'intervention, de se présenter et de nous dire, pour vous, pour chacun, qu'est-ce que c'est que la prévention. Alors, on avait changé sur notion à l'échelon individuel, à l'échelon collectif, et aussi m'indiquer, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous faites pour cette prévention. Voilà. Je passe la parole d'abord à Sophie Beaupère, hein, sur cette première question. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je suis Sophie Beaupère, déléguée générale de la Fédération des centres de lutte contre le cancer, Unicancer. Je suis directrice d'hôpital de formation. Et la prévention, alors évidemment la prévention c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les professionnels des centres. D'abord bien sûr le sujet de la prévention concernant les cancers, prévention auprès du grand public, prévention post-traitement et donc prévention des effets secondaires des traitements et également bien sûr justement la prévention des risques professionnels et psychosociaux. Donc prévenir, c'est déjà informer, je pense, informer avec une information qui soit claire et compréhensible et partageable par tous. Et puis c'est faire des actions concrètes. Et je vois Catherine qui est en face de moi. Et par exemple, on y travaille pour tout ce qui concerne la santé des soignants avec SPS, faire des actions concrètes, arriver jusqu'à pouvoir délivrer un plan d'action qui va bénéficier au maximum de personnes. Déjà un plan d'action, un périmètre d'action. Oui. C'est rendre concret. Rendre concret et arriver à déployer au maximum. Donc on n'est plus dans le concept, on est dans l'action. Voilà. Super. Tout à fait, ça me paraît fondamental, oui. D'accord, ok. On repart avec des bonnes intentions ce soir. Pas que des bonnes intentions, parce qu'on fait quand même des choses concrètes. Par exemple, il y a la majorité des centres, ils ont déployé effectivement une plateforme d'écoute des soignants, notamment avec SPS, pour donner un exemple. Et puis il y a pas mal d'actions qui sont déployées, mais alors vraiment, il reste plein de choses à faire. On va revenir juste après. On va revenir. Alors, ensuite, Anne. Donc maintenant, Anne, c'est la prof de yoga de tout le monde. Non, moi, donc, elle prend les inscriptions d'ailleurs à la fin de la soirée. Prof de yoga sur un petit temps, mais sinon, la grosse partie de mon activité, je suis médecin de santé publique au sein du hall santé au CHU de Nantes, qui est l'unité dédiée à la prévention et à la promotion de la santé dans cet hôpital. Donc pour répondre à votre question, j'avais plutôt envie de rappeler la définition de la promotion de la santé. Voilà, c'est quelque chose vers lequel on tend à aller plus vers la promotion de la santé. Donc c'est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d'améliorer celle-ci.
Donc, ça implique vraiment la participation des populations, vraiment la participation des personnes concernées pour les rendre actifs, acteurs de leur santé. Ça renvoie aussi aux notions des déterminants sociaux de la santé. Voilà, hein, on en a parlé, l'importance du contexte, des organisations, tout est imbriqué, tout est lié. Et voilà, et des 5 piliers de cette promotion de la santé, c'est des politiques favorables, de l'environnement favorable, le renforcement des actions communautaires, le renforcement des aptitudes individuelles. Voilà, donc une définition conceptuelle. Après, en pratique, moi personnellement, c'est appliqué voilà, au quotidien. Je dis que ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, je pense qu'aller vers ça, c'est un long chemin. Et voilà. Donc, D'accord. Ok, Christine, donc sur la même question. Hein. Oui, donc Christine Poulicancina, donc je suis vice-présidente d'Harmonie Mutuelle et puis administratrice du groupe BIV, puisqu'Harmonie Mutuelle est fondatrice avec la MGN et la MNT de ce groupe BIV. Donc Harmonie Mutuelle est une mutuelle qui assure la protection sociale, la protection complémentaire, santé, la prévoyance de nombreux adhérents. Que ceux-ci soient individuels ou que ceux-ci soient des salariés en entreprise. Et au sein du groupe BIV, nous gérons 1800 établissements de soins, d'accompagnement. Ça va d'établissements dédiés aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux ambulances, aux centres écoutez-voir qui font aussi de l'optique, de l'audio. Nous avons des centres dentaires, enfin des petites. Voilà, c'est très très large et nous avons aussi des cliniques. Donc c'est un petit peu à ce double titre que j'ai été invitée pour parler à la fois de l'accompagnement que l'on peut faire au sein d'Harmonie Mutuelle sur ce volet prévention, puisque la prévention est un élément majeur des mutuelles, a toujours été au cœur de son action. Et pour répondre à la question qui est qu'est-ce que j'entends par prévention, oui. C'est au-delà évidemment de l'atteinte de cet état de bien-être dont nous parlions sur la précédente table ronde, c'est effectivement agir sur des déterminants de santé, que ceux-ci soient socio-économiques, environnementaux, puisqu'aujourd'hui on le sait, et on le sait d'autant plus, je pense, ces temps-ci, que la santé est intimement liée aussi à la santé de la planète. La santé de l'individu est intimement liée à la santé de la planète. Et donc, nous sommes vraiment très, très impliqués sur l'ensemble des sujets. Donc, je ne sais pas si je développe maintenant. C'est déjà bien en développement. Voilà. Et donc, à titre perso, ouais, à titre personnel. À titre perso, comment est-ce que je prends soin de ma santé? C'était ça. C'est la question. Je dirais que, au-delà de mon petit footing hebdomadaire et reconnexion avec la nature, je pense que vraiment, pour moi, c'est justement en me sentant utile, voilà, en ayant une utilité sociale. Les élus des mutuelles sont des élus bénévoles. Nous sommes nombreux au sein d'Harmonie Mutuelle, nous sommes 1500 représentants des adhérents et engagés justement, très engagés dans des actions de prévention ou dans des actions ou dans des conseils d'administration pour gérer justement les centres dont je vous parle. Voilà. Ok, merci Christine. Patrick? Oui, bonjour. Donc moi je suis Patrick Vuettou, je suis médecin généraliste dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Besançon depuis à peu près 29 ans. J'étais dans la grande aventure depuis le début des maisons de santé. Je suis maintenant un des 3 coprésidents d'Avec Santé. Avec Santé, ça veut dire avenir des équipes coordonnées en santé. Et donc, Avec Santé, en fait, ce sont des fédérations régionales qui adhèrent à Avec Santé. Fédérations régionales qui elles-mêmes ont des adhérents, et donc ce sont des maisons de santé qui adhèrent, essentiellement. Donc voilà, pour me situer, donc je travaille beaucoup dans tout ce qui est organisation professionnelle, qualité, etc. Et puis bien entendu, savoir si tous ces soignants qui composent ces équipes sont bien dans leur basket ou pas. Ça, c'est un élément important, donc on en verra tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce que pour moi Qu'est-ce qu'on entend par prévention? Prévention. Alors quand on a échangé, moi j'étais assez simple, je quittais un peu les définitions académiques, prévention primaire, secondaire, tertiaire, etc. Pour moi, c'est simplement être le plus en amont possible, essayer d'anticiper le plus possible, autrement dit avant
qu'il arrive quoi que ce soit, pour éviter justement qu'il arrive un problème, que ce soit physique ou mental. Et on parle beaucoup de mental chez les soignants en ce moment, mais bon, pas que. Et voilà, donc dans l'anticipation. Et puis j'avais aussi répondu que pour moi, alors ça a été dit sans doute, que la notion de bien-être était important, un peu la définition de l'OMS. C'est-à-dire c'est pas simplement l'absence de maladie, mais franchement, on colle, vraiment c'est une valeur importante pour nous. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi personnellement? Oui. Donc je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais j'essaie de trouver un équilibre. Le travail, c'est la santé aussi. Hein. Ouais, alors pas toujours, justement. Il faut faire attention. Je fais très attention à assurer un équilibre entre les consultations, la qualité d'écoute, etc. On est de véritables éponges, hein, finalement, on absorbe. Et de l'autre côté, il faut bien trouver un équilibre. Et donc, oui, je fais un peu de sport, mais pas trop. Je fais de la piscine une fois par semaine. Je m'arrache aussi pour y aller le soir, le mercredi soir, avec un collègue qui fait partie de mon équipe. Un peu de vélo, etc. etc. Surtout, moi, je veux vous dire, ce qui me permet de tenir, c'est de varier mon activité intellectuelle. C'est-à-dire, je ne me vois pas faire de la consultation non-stop, enchaîné comme on serrait des boulons. Donc c'est pour ça que je suis impliqué aussi dans autre chose et que je réfléchis beaucoup en termes organisationnels. Je participe aussi au niveau prévention en ayant une action sur le collectif auquel j'appartiens et sur les collectifs aussi qui travaillent partout dans les maisons de santé. Donc voilà, et à travers ça, je trouve un équilibre, je suis plutôt heureux, quoi. Voilà. Ok. Merci. Delphine? Oui, donc moi je suis Delphine Secret-Pouliken, donc je suis médecin généraliste dans une maison de santé aussi à Rouen et au sein d'une CPTS. Donc je suis vice-présidente de la fédération des CPTS. Dans une autre vie, j'ai également fait beaucoup de philo, parce que c'est la philosophie qui m'a amenée à la médecine. Donc j'avais commencé un parcours avec 7 années de philo. Et donc c'est un petit peu ce qui m'a amenée sur le chemin de la prévention et la santé des soignants. Effectivement, moi je rejoins, on arrive en dernier, on a toujours les redites de ce qui a été dit, mais je suis vraiment convaincue que la prévention ne peut pas se passer de la prévention primaire. Et quand on entend prévention primaire, c'est vraiment celle qui arrive dès le début, dans les écoles, qui fait référence au corps, qui permet de promouvoir les activités physiques, le manger mieux. On évitera énormément de prévention secondaire à l'avenir si vraiment on arrive à se positionner et à investir sur la prévention primaire, qui est le parent pauvre de la prévention. Et pour moi, c'est vraiment le plus important et ce qu'on devrait mettre au cœur de nos consultations. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de toujours promouvoir, d'avoir toujours le dialogue avec le patient sur les déterminants de santé, sur comment on peut mieux faire, même quand on n'est pas malade. Vraiment, la prévention, pour moi, c'est avant qu'on soit malade, avant qu'il soit trop tard. Ensuite, on parlait à titre personnel. De façon personnelle. Alors, je vais utiliser exactement la même chose, le mot équilibre. Trouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, je pense que c'est extrêmement important. On l'oublie parce que nos études de soignants ne nous l'apprennent pas, voire même nous donnent l'impression que c'est pas bien d'avoir cet équilibre. Et c'est vraiment le plus important. Alors de façon tout à fait personnelle, j'essaye de faire un peu de sport, de courir, tout ça, mais ce que j'aime vraiment faire, et ça je l'ai fait depuis 2 ans, je me suis autorisée à m'inscrire à un cours de chant, puisque mon mari me disait que je chantais extrêmement mal, mais j'adorais ça. Et comme ma fille chantait et faisait des concerts avec un groupe, enfin la famille faisait des concerts, je me suis dit pourquoi pas. Et alors on apprend à chanter, hein, on ne chante pas toujours faux. Et alors, c'est un exercice de relaxation absolument Respiration incroyable. Extraordinaire. Respiration. Oui. Moi, je suis arrivée de temps en temps en état de stress extrêmement important. Limite à pleurer, je ne pouvais pas chanter. Hein. Ma prof ne m'avait pas de soucis. Nous, on apprend à gérer le stress. Je suis ressortie un bien-être pas possible. Et je ne déroge quasiment jamais à cette demi-heure de chant. Parce qu'on essaye de mettre des tas de réunions pendant ce temps-là. Et je refuse systématiquement. Donc ça, c'est ce que je fais. Je m'y accroche. Et c'est ce que je fais pour moi. Merci. Voiture et la radio qui marche très bien aussi. Catherine, merci, et c'est à vous. Alors à moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la prévention, donc peut-être
d'où je suis, donc médecin de santé publique et médecin conseil national à l'assurance maladie, j'ai bien entendu tous les sujets qui touchent à la santé et qui sont hors du système de santé en tant que tel. C'est Donc, ça. vous l'avez peut-être vu, mais l'assurance maladie prend position sur ces sujets qui sont finalement en dehors de notre champ. Du champ d'action, parce qu'il y a a priori. des externalités, des enjeux, notamment sur l'alimentation. On a pris position en faveur du Nutri-Score, par exemple. C'était des choses un tout à fait. peu originales. C'est un axe que l'assurance maladie cherche à porter auprès des professionnels de santé via les conventions, puisque le nouveau forfait médecin traitant porte ces actions de prévention. Alors évidemment, avec les limites de nos systèmes d'information, de nos capacités à mesurer des Donc vous êtes OK avec un périmètre large, finalement. Le périmètre de la prévention, c'est très large. Bien entendu, c'est vraiment je dirais que c'est une manière de voir le soin, en fait. La prévention, c'est une manière On peut préciser ça, enfin, cette notion de manière de voir, qu'est-ce que ça... En fait, comme le disait Madame, moi, c'est vraiment se poser la question des déterminants de santé avec son patient et aller discuter sans attendre l'expression d'un besoin. Il y a encore beaucoup de populations qui ne va voir le médecin que quand il a identifié un besoin. Or, comme je le disais tout à l'heure, avoir un médecin traitant et prendre un temps pour se poser des questions sur sa santé, moi j'aime bien parler de on fait une checklist avec sa voiture tous les X années. C'est vrai qu'il y a un contrôle technique des voitures, on a le contrôle technique, qui est préventif. On a des contrôles techniques à réaliser en tant qu'être humain, les femmes en particulier, mais l'ensemble de la population a besoin de le faire. Donc il y a vraiment ce sujet à la fois d'avoir un cadre de politique publique qui amène de la santé à la population, et puis les petits pas. Et moi, j'aimerais bien parler de petits pas, parce que c'est pas le grand soir. C'est pas à partir du mois de septembre, à la rentrée, je m'inscris au club de gym, je vais 4 fois par semaine à la piscine, et je vais apprendre à chanter. On a tous eu des ambitions comme ça, et puis au mois de novembre, quand il fait noir le soir, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se mettre devant Et donc, les petits pas, pour vous, c'est combien de pas? Les petits pas. C'est combien de pas pour vous? Oui, j'ai une routine obsessionnelle que certains d'entre vous connaissent certainement s'ils me connaissent un peu, c'est-à-dire que moi j'ai complètement intégré l'obligation des 10 000 pas par jour. C'est-à-dire que si j'ai pas fait 10 000 pas par jour, je ressors de chez moi le soir et je vais aller passer un coup de fil en marchant pour avoir fait mes 10 000 pas. D'accord. Donc c'est à la limite de l'obsession, je m'en rends compte, mais bon, je fais quand même une moyenne hebdomadaire, parce qu'il y a quand même des jours où c'est compliqué. C'est la moyenne hebdomadaire qui compte. Mais en moyenne hebdomadaire, j'arrive à faire ces 10 000 pas. Donc l'idée que je voudrais faire passer, c'est les petits pas. Ne pas se donner des ambitions délirantes. Si ce n'est pas 10 000, c'est 5 000. Si on est habitué à en faire 1 000, il faut en faire 3 000. Ce sera déjà bien des petits progrès. Et pas chercher la situation parfaite parce qu'elle n'existe pas. Mais se donner un petit peu plus. Et puis aussi trouver le plaisir, important. Le plaisir d'agir immédiat. C'est-à-dire qu'il y a le bénéfice santé à long terme, ça on est tous très rationnels, on a appris, on le sait, il y a un bénéfice santé à long terme, mais il y a aussi le bénéfice immédiat et ce bien-être finalement qui est apporté par ces petites mesures. Donc il y a du bénéfice tout de suite, c'est ça? Voilà. Trouver le bénéfice tout de suite, trouver du plaisir à prendre soin de sa santé. Merci, on va revenir sur Kylian. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de l'invitation, quel plaisir de parler de notre propre santé en tant que soignant toute la journée, c'était extrêmement enrichissant. Alors la prévention, je vais paraphraser mon cher confrère, je suis interne de médecine générale et président cette année de l'intersyndicale nationale des internes, donc de l'ISNI, donc je représente les internes de France en médecine, et ce que j'avais noté sur ma feuille, c'était l'anticipation. Donc je paraphrase ce qui a été dit précédemment, et j'avais même marqué définition de l'OMS Santé. Vous voyez qu'on s'était rejoint sur l'échelle individuelle et l'échelle collective. Et c'est vrai que c'est ça l'idée, c'est de toujours essayer de prévention, d'essayer d'anticiper l'avenir et d'éviter justement que cet avenir qui était prédit et qui pouvait arriver, du coup, n'arrive pas de facto à notre patient ou même à nous-mêmes. Et à titre tout à fait personnel, alors cette année, j'ai beaucoup travaillé en tant que président, je suis sur la fin de mandat, il y a ma successeuse qui est dans la salle également, qui me regarde attentivement. Et ce que j'ai noté, alors très peu de sport cette année, mais normalement, à la rentrée,
inscription en cours de tennis. On sent la promesse de rentrée là. Et peut-être qu'en novembre, j'aurai effectivement abandonné parce qu'il fait nuit très tôt. Mais sinon, en tout cas, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est mon papa qui m'avait toujours dit tes dents, c'est le dentiste tous les ans. Et ça, pour le coup, depuis que je suis né, c'est dentiste tous les ans. D'accord. Merci. Alors, on va revenir un petit peu donc, sur la suite du questionnement. D'après vous, donc là, je m'adresse à Sophie. Qu'est-ce qui, dans votre organisation, qu'est-ce que vous faites pour la prévention? Qu'est-ce qu'éventuellement vous pourriez mieux faire, et qu'est-ce que vous pourriez faire même pour aller plus loin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Déjà, voilà, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Alors, on a développé depuis 3 ans davantage, par exemple, les missions de prévention globale des centres de lutte contre le cancer, parce qu'ils sont connus pour faire des soins, on va dire, d'expertise, très techniques, ultra spécialisés, de la recherche, de la formation. Mais les centres, même si c'est dans leur mission historique de faire de la prévention, il y a 10 ou 15 ans, on le faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pour plein de raisons, aussi parce qu'il y a des besoins qui sont importants, et on dit que 40% des cancers sont évitables parce que liés à des facteurs environnementaux, parce qu'aussi il y a des évolutions scientifiques et techniques comme la biologie moléculaire qui permettent de faire de la prévention de plus en plus personnalisée, et donc c'est une évolution naturelle, de faire plus de prévention. Pardon, 40% des cancers évités, ça serait quoi l'économie? 40% des cancers évitables en termes de coût social? D'économie financière. Oui, par exemple, oui. Ça, j'ai pas en tête de chiffres financiers, mais c'est évidemment... Pardon ? Quelques milliards, oui, bien sûr, mais je ne vais pas donner de chiffres. Non, mais on est en période budgétaire. Mais, c'est évidemment énorme, et c'est lié aux facteurs environnementaux, notamment alcool, tabac, obésité, lien aussi avec la pollution environnementale. Donc c'est évidemment majeur de travailler là-dessus. Et concrètement, Unicancer, on s'est organisé dans un groupe prévention pour partager les bonnes expériences qui est déjà faites dans les centres. Il y avait plein d'actions à Montpellier. Il y avait historiquement un centre de prévention qui travaillait notamment sur la prévention primaire, les risques liés au soleil et à la nutrition, sur l'activité physique à Lyon. Et on a fait partager ces expériences, répondu à des appels à projets en matière de recherche en prévention. Et on a toute une dynamique collective qui s'est renforcée. Et ça a été voulu en fait par Unicancer, par le groupe. Et en parallèle, on a beaucoup travaillé sur la prévention qui concerne les professionnels, enfin, des risques psychosociaux et professionnels. C'est quelque chose qui tenait à cœur à l'équipe d'Unicancer, avec plein d'actions concrètes. J'ai cité bien sûr les plateformes d'écoute, mais là on est une branche professionnelle aussi, donc je vois notre DRH Nicole qui est présente. On négocie actuellement avec les partenaires sociaux un accord sur la qualité de vie au travail, pour donner un exemple, et dans lequel il y a un axe santé des professionnels de santé. Et puis je me rends compte que j'ai pas répondu à la question personnelle. C'est ça, c'est vers mais j'ai pas oublié. C'est l'occasion de reprendre. J'avais participé, parce que je me posais quand même des questions. J'étais dans un centre de lutte contre le cancer, directrice générale adjointe, et j'avais participé à quelque chose d'un petit peu disruptif pour moi, parce que j'ai dit que j'étais directrice d'hôpital, donc pas ni médecin ni soignante. J'ai été embarquée par des médecins dans un DU de méditation pour les professionnels de santé qui est à Lyon, donc que j'ai fait, diplôme universitaire. J'étais la seule qui était ni médecin ni soignante. Et c'était super intéressant. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais pas, c'était maintenant il y a quelques années, on va dire 8 ans, j'avais pas d'expérience de la méditation ni de pratique du yoga. J'étais plus dans l'action, comme je vous ai dit. Et donc c'était un gros effort pour moi. Parce que c'était 3 semaines entières où on faisait que ça et on méditait beaucoup, et donc c'était pas du tout naturel pour moi au départ, et donc c'était très intéressant. En plus j'étais pas donc dans mon environnement avec des collègues professionnels. C'est devenu une pratique quotidienne ou c'est je peux pas dire ça, mais par contre j'ai appris à respirer. Très bien. Voilà. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait aussi un volet théorique qui expliquait effectivement, et qui questionnait aussi d'ailleurs l'approche de méditation, ce que ça apportait réellement d'un point de vue santé, et j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai fait des très belles rencontres de professionnels de santé notamment il y avait des médecins généralistes d'ailleurs dans la promotion, et qui expliquaient comment qui avaient aussi souvent fait de l'hypnose,
comment avec ces pratiques-là, ils arrivaient à rendre service aux patients en diminuant notamment les prescriptions de médicaments. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et on a agi, puisque vous avez compris que c'était un de mes leitmotivs, puisque je participais avec une des médecins du Centre de lutte contre le cancer de Lyon, et on a monté après des séances de méditation à destination des professionnels du centre et à destination des patients. Et ça, c'est une grande satisfaction. Belle victoire. Ok. Est-ce que, alors, dans l'organisation, vous envisagez de faire encore plus, encore mieux? Alors, peut-être que votre DRH, elle a besoin d'écouter ou non? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de secret? Alors, pour l'instant, on n'en a pas encore signé l'accord avec les partenaires sociaux, mais oui, ça, c'est important pour nous. On participe activement à tous les groupes de travail du ministère. On en copilote, Nicole Bouvine, la DRH, copilote justement un des groupes qui est sur la prévention des risques professionnels. Et je pense qu'on peut... Alors, en matière de prévention, en général, on peut toujours faire plus. On est très défenseur de programmes sur la prévention envers les personnes à haut risque de cancer, pour des raisons à la fois d'hérédité familiale ou de facteurs de risque, comme j'ai dit. On a proposé d'ailleurs un programme au ministère, dans le cadre d'un article 51, qui est au bord d'être approuvé, me dit-on, et qu'on pourrait déployer sur tout le territoire. Donc on est vraiment très convaincus par la prévention. Et puis envers les professionnels de santé, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. J'étais très heureuse qu'on ait participé à cette dynamique collective. On avait travaillé sur une enquête, justement, l'enquête dont on a parlé d'ailleurs ce matin, sur la santé et les professionnels de santé. J'ai appris des choses aussi. J'ai pris conscience que pour les libéraux, c'était encore plus difficile que pour les soignants des établissements de santé parce qu'ils avaient moins accès forcément à une médecine du travail. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger ensemble. Et on a eu une vraie dynamique collective, ce qu'on n'a pas toujours parce que, hélas, il y a une telle tension sur les ressources financières que parfois on est tous dans nos silos, etc. Et je trouvais que c'était un sujet qui nous réunissait tous, y compris toutes les fédérations hospitalières. Et donc voilà, il y a encore beaucoup... Donc on peut faire encore beaucoup plus, beaucoup mieux. Oui. Ok, on reviendra après tout à l'heure pour aller plus loin encore. Anne. Donc, je vais vous parler un petit peu plus du Hall Santé, donc cette unité dédiée à la prévention et promotion de la santé, qui s'inscrit dans la démarche des hôpitaux promoteurs de santé, qui est un réseau international créé par l'OMS pour justement amener les hôpitaux à intégrer la promotion de la santé. Voilà, ce réseau est animé en France par le Santé publique France d'abord, puis le RESPAD. Et donc c'est tout un cadre managérial et opérationnel pour créer justement des environnements favorables pour la prévention, développer la prévention, promotion de la santé. Voilà, il y a un référentiel, il y a des standards, donc c'est vraiment un dispositif intéressant. Dans la pratique, donc cette structure est soutenue par l'ARS, donc depuis 2021. Voilà, c'est vrai que le cadre managérial, donc on travaille avec les directions pour justement aller vers ça. Voilà, je pense que là il y a des larges marges d'amélioration. Donc je vais plutôt vous parler de l'opérationnel, en fait, c'est là où on est plus directement en action avec les équipes soignantes. L'événement phare sur la thématique santé des soignants, c'est les semaines de la promotion de la santé, qui sont réalisées depuis 4 ans. Cette année, on a même fait un mois de la promotion de la santé, donc tout le mois de juin était dédié à cette thématique. On est sur des thématiques nationales. Donc cette année, c'était sur la thématique santé mentale, l'année dernière sur l'activité physique. Et donc, on organise des conférences, des webconférences, des stands d'information et puis des ateliers aussi plus d'expérimentation. Donc avec toujours ces thématiques phares et on rajoute toujours d'autres thématiques, alimentation, sommeil, addiction, santé sexuelle. Donc voilà, c'est un des temps qui permettent de sensibiliser la communauté et donc on a quand même, on touche à un certain nombre de professionnels avec ces événements.
En parallèle, on a aussi donc, des ateliers qu'on propose, qu'on a proposés. Enfin, voilà, il y a eu différents formats. Voilà, l'année dernière, on a pu proposer de la méditation de pleine conscience avec un psychiatre qui est formé. Voilà, donc d'autres ateliers sur la gestion des émotions, enfin voilà, les compétences psychosociales dont on a parlé. Qui sont aussi des leviers très intéressants. Voilà. Moi, dans ce cadre-là, je propose ces ateliers redécouvrir sa respiration. Voilà, un petit atelier d'1 heure qui permet de faire passer des messages intéressants. Voilà ce que je trouve intéressant, moi, dans l'expérience que j'ai de ces ateliers. C'est que c'est doublement bénéfique en fait. Alors les professionnels viennent parfois pour eux, mais aussi parfois pour leurs patients en fait. Enfin, ils viennent un peu pour les deux. Et c'est vrai que il y a des retours des outils qu'on peut leur donner qui vont être pouvoir être aussi proposés aux patients assez vite en fait. Donc voilà, c'est intéressant. De pouvoir on est bien là, parce que je regarde un petit peu le temps. Hein. Merci. Très bien. Merci Anne. Et puis on va revenir sur le... Christine. Alors, au niveau d'Harmonie Mutuelle, bon, je vous le disais, les actions de prévention, c'est un peu au cœur même du système, puisque nos élus sur le terrain, et on parlait de proximité tout à l'heure, sont très attentifs aux besoins des adhérents, des associations autour, etc. On organise énormément d'actions de prévention alors à tout niveau, effectivement, alimentation, sommeil, dépistage aussi, avec le soutien de professionnels de santé ou d'étudiants. Hein. Je pense à un dépistage diabète qu'on a fait dans une galerie commerciale récemment, qui a touché énormément de gens, etc. Bon. Prévention aussi autour des questions, enfin voilà, on apprend aux personnes à bien palper les seins, voilà, on est vraiment sur des sujets de ce type-là. Donc ça fait partie de ce que l'on mène et Harmonie Mutuelle en tant que telle essaye au travers de l'accès à une plateforme qui s'appelle Vive Optime, hein, qui est une plateforme en ligne, de mettre en relation aussi les adhérents avec des coachs, des personnes qui sont en capacité de faire un diagnostic santé avec les adhérents et de proposer un parcours de soins derrière, suivi, un accompagnement individualisé, etc. Et c'est vraiment un vrai plus. Et Harmonie Mutuelle accompagne aussi les entreprises puisque nous avons des contrats collectifs donc dans la prise en charge des risques psychosociaux des salariés. Et puis par ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais nous sommes employeurs en fait dans nos établissements sociaux, médico-sociaux médico-sociaux et sanitaires. Et dans ces établissements, évidemment, que les questions se posent et sont fortement présentes de la manière dont on préserve la santé de nos professionnels, qui sont la vraie richesse de l'entreprise, avec tout ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes de difficultés. C'est tellement présent, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de le prendre en compte et d'adapter l'environnement. Donc les actions, je pense, un peu phares que l'on mène à ce niveau-là, ça va être de former nos professionnels au premier secours en santé mentale, professionnels élus d'ailleurs. On a vraiment mis l'accent, alors avec l'aide, le soutien de la Mutualité française, hein, sur ces sujets pour détecter les premiers signes de difficultés chez les collègues. Et puis je pense que un des facteurs de réussite, de toute façon, on le sait, pour réussir à ramener du personnel, à rendre attractifs nos métiers, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'entraide. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi autour du management. Et on s'est emparé de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on parle de management bienveillant, exigeant, cadrant, tout ce que l'on veut. Mais on expérimente ce qu'on a appelé l'autonomisation des équipes, c'est-à-dire la méthode Burzorg, hein, ça vient de Hollande, où on propose à des équipes soignantes du coup de s'organiser entre elles sans repasser par le N+1 systématiquement pour organiser les plannings, les tournées, etc. Et ça amène une vraie plus-value, à la fois pour les patients bien sûr, mais surtout pour les professionnels qui se sentent valorisés, parce qu'il y a un vrai sujet, et on l'a tellement dit, mais je le répète forcément, qui est la valorisation des professionnels, et surtout, ce qui me semble important aussi, un respect. Il faut que les soignants aujourd'hui respectent finalement
l'autre soignant, quelle que soit sa place, et qu'on ne fonctionne plus en hiérarchie, mais vraiment en transversalité. Chacun a son rôle dans cette chaîne de la prise en charge de soins. Je pense que c'est un vrai enjeu aussi en termes de prévention que de conduire ces sujets-là. Voilà. Merci Christine. Patrick, sur cette question, ouais. On essaie d'aller un poil plus vite parce que je vois que je vais être assez concis, je vous rassure. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça au niveau de notre organisation. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des fédérations régionales qui ont pour mission de faire la promotion et d'accompagner justement les équipes pour vivre leur projet de santé. Bon, alors ça fait beaucoup de choses là. Projet de santé, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, quels objectifs on veut atteindre et quels moyens on se donne. Très bien. Simplement, la vie d'équipe, c'est pas un long fleuve tranquille. Or, on a des individus, des professionnels de santé, qui ont leur formation initiale et qui ne sont pas du tout formés à vivre justement en équipe. Là-dessus, on a donc, pas inventé, mais en tout cas, on a montré la nécessité d'avoir une coordination qui maintenant a une formation, donc ça se professionnalise petit à petit. Le management fait partie de cette formation, mais ça reste encore insuffisant. Donc voilà la photo là. Le projet de santé donne du sens. Tout à l'heure, je parlais de sens. Il faut que les professionnels de santé, s'ils l'ont perdu, il faut qu'ils retrouvent le sens. C'est-à-dire, moi, quand je discute avec des soignants, souvent, malheureusement, qui ne sont pas en équipe, ils disent « mais j'ai l'impression de ramer, de ne pas être utile », alors qu'ils le sont, mais ils ne le voient pas, quoi. Et donc, le fait d'être en équipe et de partager un projet permet de valoriser aussi l'atteinte des objectifs, même intermédiaires, mais on valorise et on célèbre. C'est important qu'il y ait un peu de joie dans ces équipes et dans ce monde de soignants. La convivialité. Et là, on introduit la notion d'indice de bonheur partagé, qui est un élément très important que chaque équipe, d'ailleurs, va définir comme elle l'entend, plus ou moins, avec peut-être quelques indications, quelques publications qui peuvent les aider. Mais c'est très important. Ce management avec toujours le thermomètre bienveillant, savoir comment on va, comment l'ensemble, comment le collectif va. Et quand on perçoit quelque chose qui ne va pas, eh ben, tout de suite, on est là de façon très bienveillante. Respect, etc., bien entendu. Stop. Ok. Merci, Patrick. Delphine. Alors, nous, c'est vrai que dans les CPTS, le constat, alors effectivement, on peut être en MSP et puis ça peut très bien se passer. Et puis on peut aussi être pas en MSP, en libéral et avoir quand même envie d'un collectif. Et les CPTS, elles sont là pour donner un projet collectif à l'ensemble d'un territoire, que ce soit avec les MSP, et puis de temps en temps, ça peut mal se passer dans une MSP, et c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau de la CPTS. On est là pour créer ce qui n'existe vraiment pas, c'est vraiment ce fait... Enfin, je fais le pendant avec l'hôpital où il y a quand même une équipe. En ville, on se retrouve très vite tout seul. Moi, mes premiers stages, c'était des médecins qui étaient à 1 ou 2. On est tout seul à la campagne, on ne sait pas trop comment faire et on se sent très très seul de temps en temps. Les premiers remplacements, ils étaient compliqués. Et donc la CPTS, c'est cet espace de convivialité. Alors bien évidemment, elle va faire des formations en prévention secondaire pour repérer, pour essayer d'orienter vers les bonnes structures. Mais elle est là, et je reviens sur mes agir avant, donner cet espace de convivialité, de partage, de mutualisation et de création de parcours qui vont alléger chacune de mes tâches. C'est aussi faire que la qualité de vie au travail, elle va être meilleure. C'est aussi faire que je vais avoir un espace, une équipe où je vais aller parler de mes problèmes. Alors concrètement, on fait aussi des choses. Beaucoup de soirées, alors nous, je vais prendre des exemples que je connais. Nous, on a organisé des cafés philo où très vite, on a débordé sur les problèmes des soignants et sur les choses qu'ils ont vécues, qui les ont particulièrement traumatisés. Ça permet d'avoir une désacralisation de la parole. On fait des activités physiques pour les soignants uniquement, c'est-à-dire que chaque soignant va choisir une activité qu'il fait ou qu'il aime, il va la faire découvrir au groupe et on va changer d'activité régulièrement tous les mois ou tous les mois et demi en proposant ce genre de choses. On fait aussi des soirées conviviales, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La convivialité, ça fait partie de la qualité de vie au travail et c'est vrai que l'espace d'échange, dans ces cas-là, il est très important.
On a également tout ce qui est gestion du stress, atelier de gestion du stress, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses concrètes qui sont faites effectivement par les CPTS. Et je pense que l'espace que donnent les CPTS, et là où on doit tendre en tout cas, c'est de ne plus avoir peur à un moment donné de dire j'ai besoin de lever le pied. Ça ne devrait pas être possible. J'ai un collègue il y a 2 jours qui vient d'apprendre qu'il a des gros soucis de santé. Il me dit je vais devoir m'arrêter, donc on doit organiser des choses. Et il me dit le pire dans tout ça, c'est que je vais devoir laisser mes patients. C'est pas le pire c'est ce qu'il vit en fait. Le pire, c'est pas de laisser ses patients. Et la CPTS, elle est là pour organiser les choses en collectif à terme, pour qu'il n'ait pas à laisser ses patients. On va s'en charger. On va prendre le relais et on aura organisé les choses ensemble pour qu'on puisse prendre le temps et qu'on n'ait plus peur de prendre le temps qu'il nous faut. Ok, merci. Catherine, sur... alors, il y a un super pouvoir, peut-être tout à l'heure, on va l'évoquer. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire encore mieux ou on va aller très vite là-dessus? Je pense qu'on est sur un chemin. Okay. Le chemin, il est bien dessiné là, par les acteurs. Hein. On l'entend bien, en particulier par les témoignages de Patrick et Delphine. Nous, on est là à l'assurance maladie, on est là pour porter un cadre et donner la possibilité de développer ces actions. Donc, les sujets d'attractivité, je l'ai dit tout à l'heure, cette convivialité, cette capacité à créer l'équipe au niveau libéral, c'est clé, que ce soit dans une MSP ou en dehors de la MSP. L'idée, c'est vraiment de créer l'équipe, créer la coordination, l'exercice coordonné. Donc, l'assurance maladie, via ses conventions, les ACI, etc., elle a pour objectif aussi de valoriser cela. Et donc, j'espère bien qu'on continuera à renforcer ces travaux-là. Et en tout cas, moi, en tant que médecin conseil national, je suis là pour porter ce sujet-là. Le deuxième sujet que je voulais évoquer en termes d'enjeux, ça me paraît, c'est le sujet de l'evidence-based medicine et de rappeler les enjeux scientifiques et les enjeux scientifiques, notamment sur les déterminants de santé. Oui, on a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas une lubie, l'activité physique. Ce n'est pas une lubie, la vaccination. C'est des sujets qui sont démontrés scientifiquement comme efficaces, donc mieux pour la santé de la population, et efficients. Vous me disiez que ça se mesure aujourd'hui. Voilà, c'est mieux pour nos dépenses collectives. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que l'assurance maladie a un rôle à jouer sur la répétition du message parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a des fake news, il y a des fausses informations qui imbibent, y compris les professionnels de santé. Et on a besoin de rappeler les messages qui fondent notre système sur les preuves scientifiques. Donc ça veut dire qu'on peut investir dans la prévention et avec un retour quelque part. Exactement, le retour sur investissement, moi j'ose le dire. C'est ça, c'est nouveau ça. Il est en termes de qualité et quantité de vie pour les assurés, et il est en termes économiques. Ok. Voilà. Ça c'est intéressant. On va reprendre, Sophie, on reprend la main. Si vous aviez une baguette magique, un super pouvoir, vous feriez quoi? Et là je vais vous demander de sortir l'idée. Je ne sais pas si je vais sortir une idée lumineuse, mais c'est de pouvoir déployer à l'échelle nationale tous ces programmes de prévention qui ont des résultats magnifiques, mais qui parfois bénéficient à certains professionnels, à certains patients, à certains territoires, parce qu'il y a une équipe qui y croit et qui se défonce pour pouvoir les déployer, mais qui ne sont pas toujours déployés à l'échelle nationale. Et donc, ça serait que des programmes qui ont fait leurs preuves. J'ai cité la prévention envers les personnes à risque de cancer, mais je pense aussi ça a été cité d'ailleurs à ce qui concerne les premiers secours en santé mentale. Nous, par exemple, on a formé notre comité de direction, dès qu'on a pu le faire, on le déploie au niveau des centres, mais que les premiers secours en santé mentale soient réellement déployés. Donc on déploie nationalement partout, tout dans ça les lycées, partout, etc., comme c'est prévu, mais comme c'est pas encore complètement fait, et comme je pense qu'on est quand même capable de le faire. Ok, voilà. On est capable de le faire, on retient. Hein. Anne. Du coup, j'aurais le super pouvoir, on se lâche. Trois pouvoirs, s'il vous plaît. Carrément.
Voilà, moi j'ai entendu en tout cas des signaux très positifs par rapport au comité qui se met en place, les groupes de travail, la feuille de route. Mais voilà, c'est vraiment que des moyens suffisants soient dédiés à cette feuille de route pour vraiment déployer des actions qui soient déjà evidence-based ou alors soutenir des actions innovantes. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais juste rajouter qu'il faut considérer que c'est un investissement en fait, et donc voilà, qu'il y aura un retour sur investissement. Donc et ça c'est très important, et donc c'est le deuxième point qu'il faudra évaluer. Donc ça a été déjà dit, mais c'est important de le répéter, la recherche et l'évaluation. Il y a une revue de la littérature là, sur les actions qui est sortie en 2023 dans le BMJ sur les actions de prévention, promotion de la santé pour réduire le burn-out et améliorer le bien-être des soignants. Ils n'ont retenu que 33 études dans le monde, 0 en France, voilà, et encore ce sont des études de qualité assez médiocre. Donc il y a vraiment un champ pour vraiment... Donc investir le champ des études. Investir aussi. le champ, voilà. Okay. Et donc, mais alors voilà, ça veut dire aussi des moyens pour la recherche sur ce sujet, parce qu'on l'a vu, entendu, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Et puis le troisième point, c'est la formation. Je pense que c'est un élément indispensable. Formation des étudiants, formation des professionnels à prendre soin. Il y a vraiment un levier à activer avec un double bénéfice, comme je disais tout à l'heure. Ok. Christine. Alors moi, je ne crois pas forcément en la magie. Par contre, je crois vraiment en l'effort du Au collectif. super pouvoir, c'est après on choisit. Super pouvoir, mais l'effort, je pense qu'on l'a. L'effort, je crois vraiment dans le collectif, et je crois vraiment aussi dans les politiques publiques. Je pense qu'on a, à avancer sur ces sujets. Alors, au sein d'Harmonie Mutuelle, on parle d'éco-santé, agir plus tôt, plus vite, autrement, oui, mais en responsabilisant finalement, en impliquant les personnes pour qu'elles se sentent actrices de la santé. Donc il faut un peu de magie quand même. Et et je pense qu'on a les moyens de le faire, mais il faut aussi effectivement encourager les initiatives collectives, etc. Et puis juste un dernier point quand même, si j'avais vraiment des super pouvoirs, je sortirais quand même de la marchandisation du système de santé. Je pense qu'on a un enrichissement des uns qui se fait au détriment de la santé des autres. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. La santé est un bien commun et je voudrais qu'il le reste. La santé, un bien commun. Voilà super. Patrick, en développant peut-être un petit peu le dernier point. Sur le super pouvoir. Ouais, alors je vais aller plus loin. Alors. Oui, il faut aller plus loin. On va plus loin. J'ose. Donc si j'étais ministre ou président ou je sais pas quoi, moi déjà je pars du constat que le système, l'organisation de l'offre est peut-être arrivé au bout d'un cycle, en tout cas au bout. Et ce qui est regrettable, c'est que les professionnels de santé, puisque c'est le thème aujourd'hui, sont à bout aussi, quoi. Ok, donc une fois qu'on a fait ce constat, je prends ma baguette magique et je dis, allez, on va rompre l'isolement des professionnels de santé, on va créer du collectif, des équipes, on va mettre le paquet, quoi. Pas forcément en termes d'argent, mais peut-être creuser en termes d'originalité, d'accompagnement. Il y a plein de gens qui veulent, on parlait de pairs tout à l'heure, etc. Il y a des maisons de santé aussi qui peuvent être pairs, accompagner les autres. Il y en a qui sont volontaires. Donc moi, je serais là-dessus. C'est-à-dire, je changerais. C'est fini, quoi, le professionnel de santé isolé. Il faut rompre ça. Il faut rompre avec un système. Il ne faut pas perfuser comme on le fait avec des petites méthodes, là, des petites solutions actuelles. On essaie de perfuser un système qui est en l'état et qui ne veut pas arriver bien loin. Donc il faut avoir le courage politique. On casse tout, on recommence, voilà. Ouais, enfin on casse tout. Presque. Attends. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait on réfléchit vraiment sur le fond, quoi, de l'organisation de l'offre. Et je ne mets pas en l'air toutes les institutions, tout ça. C'est pas ça. C'est pas la révolution. En tout cas, c'est une évolution nécessaire. Ça passe aussi, en effet, peut-être et sans doute, on l'a vu avec Équilibre tout à l'heure, sur une réflexion sur les modèles économiques indispensables. Le management, on l'a dit aussi tout à l'heure, il faut arrêter, là, on a quand même des entreprises, on a le monde des entreprises qui a un savoir-faire assez extraordinaire en termes de management. Le monde de la santé, alors là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de... Ça passe pas, là. Donc il faudrait peut-être créer des passerelles et voir un petit peu... Voilà, moi je serais là-dessus. Ouais. Merci Patrick. Delphine,
qui a une super Alors idée, moi, je un vais être super pouvoir. un peu plus terre à terre. Hein. Moi, j'aurais juste si j'avais une baguette magique, j'aurais envie de chouchouter les soignants. Donc, il y a une idée qui m'était venue, c'était d'avoir une conciergerie qui puisse, pendant que moi je suis en train de travailler, me préparer mon petit panier bio local avec. Mais ça existe en Normandie. Le pire, c'est que c'est ça. Et il y a certaines collectivités qui l'ont déjà mis en place pour leur personnel et qui préparent. On a une petite application. On met on choisit en plus parce que de temps en temps, c'est pas parce que j'ai envie de manger 5, j'ai envie de manger le truc que j'aime pas pendant 3 mois. Donc on peut aussi choisir ce qu'on veut dans son panier. Il peut aussi me commander mes places de concert quand je n'y arrive pas parce que je suis en consultation et que j'arrive pas à aller cliquer sur le truc. Il peut et que ce soit local et il met dans le panier mais aussi tout ce qui est produit éco-responsable pour laver ma vaisselle, laver mes machins. Voilà. Et tout ça c'est local et ça existe et c'est mis en place par les collectivités. Et si j'avais une baguette magique, j'aimerais le mettre en place pour tous les soignants. Super. Voilà. Ok, bravo. Catherine, super pouvoir. Beau programme. Alors moi, vous avez dit une baguette magique. Hein. Oui, mais alors, on se lâche. D'où je suis et suite à mon parcours, beaucoup sur la mesure de la qualité des soins et les modèles, les politiques publiques de santé. Moi, si j'avais une baguette magique, je transformerais le financement des acteurs de santé, de tous les acteurs de santé, en prenant en compte, alors évidemment pas en faisant exploser l'ensemble des structures, mais en prenant en compte le résultat de santé, c'est-à-dire le résultat de leur action. Moi, ça me paraît très révolutionnaire, de la ça. productivité qui aujourd'hui, alors évidemment je suis très sensible à l'expérience d'équilibre que je connais très bien et sur lequel je prends ma part dans la mobilisation sur ce changement de paradigme en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans je compte de l'activité, je compte du résultat. Et je pense que c'est une transformation qui ne va pas se faire en un jour, mais la baguette magique, ce serait qu'on se mette tous d'accord sur cet objectif pour les 15 prochaines années. Voilà. Ok, merci. Belle idée. Kylian, un regard sur tout ça, et puis aussi quelques idées peut-être. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai bien noté cette histoire de culture du bien-être, finalement. Toutes et tous, à travers les actions que vous avez mises en place, c'est vraiment cette volonté de mettre la culture du bien-être au premier plan, de la réintégrer à la fois, vous avez parlé dans notre formation, qui est quasi inexistante, et à la fois dans notre formation continue et puis dans notre travail quotidien, d'avoir ce bien-être au quotidien qui passe par tout un tas de facettes possibles et imaginables. Et je pense, et je vous rejoins complètement là-dessus, que ça passe et que ça doit passer par le collectif, puisque la santé, déjà, même individuellement en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé, on est collectif avec notre patient. Donc on est aussi, et on doit l'être aussi, collectif avec l'ensemble des professionnels de santé avec qui on travaille. Et ça doit passer par, je pense aussi, la communication. Vous en avez un petit peu parlé. La communication entre soignants, la communication avec nos patients. Donc moi, en tant que président de syndicat, j'ai trop souvent des internes qui m'appellent pour me dire qu'ils sont en burn-out, qu'ils ont fait 80 heures dans la semaine, qu'ils ont enchaîné 3 gardes, ce qui est illégal, ou qu'ils ont enchaîné une garde avec une astreinte du samedi pour économiser un week-end et pour éviter de travailler 2 week-ends d'affilée, et qui se retrouvent au bout du bout et qui ne savent plus quoi faire. Et ça, c'est aujourd'hui, à mon avis, évidemment plus possible. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a un manque en fait, de communication, que l'interne soit ne peut pas, soit ne veut pas. Souvent d'ailleurs, il ne peut pas plutôt communiquer avec ses chefs de service, avec ses seniors pour dire mais en fait ça c'est pas possible et en fait moi je suis au bout du bout et ça je ne peux pas. On en a parlé un petit peu sur la table ronde précédente, mais l'idée d'être soignant et du coup d'être super-héros surhomme au quotidien tout le temps, c'est très 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 ancré évidemment dans notre travail du quotidien. Et souvent je me dis en fait, et d'ailleurs à titre très personnel, j'avais vécu une garde, un VD très compliqué, où j'avais perdu 2 patients coup sur coup le vendredi puis ensuite le dimanche. Donc c'est quand même c'est 2 patients. Et puis je m'étais dit c'est peut-être un peu de ma faute quand même forcément, parce que je suis le médecin en charge de ces patients. Hein. Et j'avais la chance d'avoir des seniors qui étaient très bienveillants
Et je me souviens très bien, je suis revenu le mardi en stage et je suis allé directement voir mon senior référent et je lui ai dit bon, on va débriefer la situation. Je vais te dire ce qui s'est passé ce week-end. Tu vas me dire si j'ai fait des erreurs pour essayer de m'améliorer. Cette culture de l'erreur, on l'a pas du tout dans notre métier et malheureusement. Et donc moi j'avais la chance d'avoir ça, mais je mesure finalement tous les internes, tous les professionnels de santé qui ne peuvent pas avoir ce temps de débrief qui, à mon sens, est extrêmement important. Je me réjouis d'ailleurs alors je connais moins les autres filières, mais pour que dans la médecine, que la certification périodique qui va s'inscrire progressivement là, dans les prochaines années intègre cette notion du bien-être des soignants, qui me paraît essentielle, mais j'ai été surpris de l'avoir justement dans cette certification. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Et donc ma baguette magique, oui, baguette. Exactement. Moi, c'est vraiment cette idée-là de rendre la culture du bien-être absolument pas tabou, pas stigmatisante du tout, parce que des fois, et nous on le voit, je le vois aussi dans mon métier, quand on est interne, dire que finalement je vais essayer de finir à 19h ou 18h pour aller faire du sport après, c'est très bizarre. Pourquoi tu finis pas à 21h comme tout le monde à faire les courriers quand il faut finir. Donc cette culture du bien-être qui pour moi n'est absolument pas tabou et ça doit commencer dès le plus jeune âge. On en a un petit peu parlé, mais dès l'éducation au plus jeune âge, en primaire et puis collège et lycée. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour vos interventions. On peut les applaudir. Vous avez ouvert des nouvelles voies. Merci à vous. Merci à tous pour la prévention. Moi, je suis content que tu aies terminé par la fatigabilité des soignants et le risque suicidaire. Au bout d'une garde de 3 jours, il y a des gens qui sautent par la fenêtre, quoi. Donc dans la prévention, il ne faut pas oublier le pire. C'est la prévention du risque suicidaire. Que les gens mangent mieux, que les gens dorment mieux, que les gens fassent du sport, je trouve ça génial. Mais qu'on prévienne les gens qui vont risquer de se suicider. Parce que ceux-là, une fois qu'on les a perdus, c'est pour toujours. Ça coûte très très cher un suicidé. Parce que d'abord, ça coûte toute la vie de formation qu'on lui a fait jusqu'à ses 20-25 ans. Donc pour un étudiant en médecine, ça nous coûtait 1 million d'euros. À la famille, au père et à la mère qui ont travaillé pour avoir ça, ça leur a coûté toute leur vie de travail. Et ensuite, s'il est marié, c'est sa femme qui est en dépression pendant 2 ans et qui ne va plus au travail. Et ensuite, c'est ses enfants qui ne font pas des études longues parce qu'ils ont été cassés en cours de parcours. Ça coûte très 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 cher. Donc si on commençait par s'occuper énormément de cette prévention-là, on ferait des énormes économies, mieux que le code de la route, encore pire. Et pour ça, pour 0 centime, parce qu'il suffit de se former au premier geste de secours en santé mentale et de choper la personne et de la ramener au bon endroit. Donc si tous ici, nous nous formons au premier geste en santé mentale et que cette année, nous sauvons tous un suicidé, ça en fait déjà 500 dans l'année sur un chiffre de 10 000. C'est énorme. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui, nous, de nous former pour empêcher le suicide en France. Donc je vous invite à vraiment diluer ça dans vos associations et j'invite notamment la FCPTS et d'instaurer ça dans toutes les CPTS de France et dans toutes les maisons de santé de France. Pourquoi ? Parce que nous, avec SPS, on a énormément de mal à envoyer nos patients soignants dans leur zone d'atterrissage parce qu'il n'y a rien pour atterrir. Il nous manque cette cellule psychopsychiatrique partout, dans toutes vos maisons et de vos CPTS, pour qu'on puisse dire, tu habites Toulouse, bah tu vas là, tu habites Auray, tu vas là, tu habites Vannes, tu vas là, tu habites Metz, tu vas là. Et il y a un humain qui récupère la personne. Et c'est hyper important dans la structuration de la santé mentale de notre pays. Voilà, c'était simplement ça que je voulais passer. Merci à toutes et à tous, merci.